C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons dans ce programme dédié au sport, Djena Sport sur Radio Djena. Merci pour la fidélité. Nous évoquons deux sujets de l'actualité, bien sûr togolaise, avec les éperviers qui sont en stage à Antalya, c'est en Turquie. On parle des deux matchs amicaux finalement, puisqu'il n'y aura plus de Togo-Niger. On parle également des nouveaux qui ont regagné le nid après la publication de la liste de ceux qui seront à Antalya. On évoque dans la deuxième partie le bilan de la phase allée du championnat national de football de deuxième division, toujours au Togo, Agaza, Tambo et l'équipe, bien sûr, de Kakad, de Doufel-Gouffon, la course en tête avant les 5 matchs restants pour la phase régulière. Pour en parler, nous sommes avec 3 confrères en studio, et puisqu'elles sont 2 dames, nous commençons par le coq du plateau, c'est Eric Modeste Atikpo de la rédaction de Radio Djena. Eli, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous les auditeurs de Radio Djena, heureux d'être là. Voilà, heureux également de vous avoir. C'est l'homme de la semaine. C'est l'homme de la semaine. Également sur le plateau, l'ami Rafiatou Kiedré, ma frangine. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs de Radio Djena. Moi, je ne suis pas la femme de la semaine, bien sûr. Moi, je le serai très bientôt. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, tout va bien. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs et auditrices. Djigbodi Apedo de la rédaction également de Radio Djena. C'est ma directrice, voilà. Quand il est midi, je rappelle toujours que c'est ma directrice. Quand il est midi, voilà. Elle doit jouer le rôle de directrice et de maman. Voilà, on parle d'abord des éperviers du Togo. Moi, je suis Latif Yorouma. Le stage a démarré. Le match contre le Niger devrait se jouer cet après-midi. Le 2, puisque le programme, c'est le 2 contre le Niger, le 5 contre la Guinée et puis le 8 face à la Gambie. Mais il n'y aura plus de match contre le Niger. Ça fausse déjà ce stage? Oui, bien évidemment, parce que dans l'agenda de Jonas Komlan, c'est pour jouer 3 matchs lors de ce stage. Malheureusement, les informations que nous avions eues, c'est que l'équipe du Niger, les Mina, et la plupart des joueurs ont eu de la peine pour rallier la Turquie, et ce qui a donc compliqué l'agenda au niveau de cette équipe du Niger. Bon, maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. On va donc patienter, attendre le 5 pour le second match face à la Guinée et le 8 face à la Gambie. 2 matchs au lieu de 3. Edwige Apedo, voilà, un souci déjà? Non, je pense que c'est du côté du Niger qui a eu problème. Ce n'est pas au niveau du Togo, parce que les Togolais sont en Turquie depuis quelques jours et c'est le Niger qui a eu un problème organisationnel. Donc maintenant, il faut, selon les informations, ils pensent à une alternative, c'est-à-dire peut-être jouer un club ou je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais quand même, on sait que les 2 autres matchs vont se jouer. C'est déjà bien de jouer 2 matchs, mais si c'est 1 sur 3, ce n'est pas bien. 2 sur 3, c'est bien. Parce que on annonce 3 matchs, on joue 2, ce n'est pas trop alarmant, mais c'est quand on annonce 3 matchs, on joue une seule rencontre qu'on va dire ça pose problème. Donc je pense que Gambie, Guinée, c'est 2 sélections qui seront à la CAN et qui ont depuis quelques je vais dire mois, qui ont percé, leur niveau n'est plus, il y a une progression et ce n'est plus le niveau qu'on a connu, c'est comme le Bénin aujourd'hui. Et donc le Togo a besoin de rivaliser avec ces genres de nations pour pouvoir se reconstruire, comme on le dit. Lorsque vous écoutez Serge Akakpo, il dit peut-être possibilité d'intercaler le match toujours du Niger, ou peut-être elle évoque un club. Si il y a toujours peut-être tendance à trouver un 3e match, ça suppose qu'il y a un objectif lié à ces 3 rencontres initiales.
Oui, et quand vous prenez la convocation de l'équipe du Togo, c'était parti sur une liste de 26 joueurs. D'autres aussi arrivent pour se greffer selon ce que Serge Akakpo a dit. Et donc, la meilleure stratégie d'avoir 3 matchs fois 11, ça fait 33 joueurs. Vous êtes dans la fourchette de voir presque tous les joueurs sur ces 3 matchs véritablement, avec au moins une moyenne de 45 minutes par joueur, par certains joueurs. Et donc, forcément que ce staff a une ambition, pouvoir jauger les joueurs, les voir, parce que c'est pas la peine de dire nous jouons 2 matchs où je lance un joueur pour jouer 2 minutes, 3 minutes pour le voir. C'est pas véritablement ça. Il faut jouer un match où peut-être à une mi-temps changer tout le 11 joueurs, mettre d'autres, ou bien changer 8 sur 11, essayer de voir. Donc je pense qu'ils sont beaucoup plus dans cette logique. C'est vrai que le stage a été prévu pour prendre fin le 9 juin. Et moi je me dis, s'il y a la possibilité de jouer le Niger le 11 ou le 12, pourquoi ne pas mettre le moyen et finir le stage? Attention à ne pas empiéter sur le calendrier national. Oui. Parce que c'est lié également à ce stage. Bon, il y a peut-être ce problème-là également. La D1 qui doit reprendre, oui, justement. Et donc, il va falloir peut-être essayer de voir. Mais pourquoi pas peut-être une opposition 11 contre 11 entre ces joueurs pendant 90 minutes, entre les éperviers eux-mêmes. En ce jour, c'est vrai que ce n'est pas un match contre un adversaire direct, mais déjà on aurait pu avoir une idée sur ces joueurs. Mais malheureusement, ce n'est pas de la faute du Togo si les Nigériens ne sont pas vite arrivés en Turquie. Les Togolais ont essayé de prendre leurs dispositions, puisqu'on a évoqué problème de test Covid au niveau des Nigériens. Je ne sais pas comment le test se fait au Niger, mais je crois que les Togolais ont été... Même si d'autres parlent aussi de moyens financiers non débloqués. Voilà. Donc voilà, bon, pour une fois, le Togo n'est pas le mauvais élève de la classe. Et donc, on se dit bravo quand même pour ce stage-là, pour les éperviers du Togo. Moi, je me dis qu'on est en train de poser de nouvelles bases. Donc, tout de suite, on ne va pas tirer sur l'ambulance, puisque la sélection togolaise, c'est véritablement l'ambulance. Il faut laisser poser les bases. Et puis, on va juger après le match contre la Guinée, la Gambie. On va tirer les leçons pour la suite. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de matchs, c'est que les matchs. Mais le stage ne devrait pas se résumer au match. Il y a quand même des séances d'entraînement qui constituent quand même des retrouvailles entre anciens, nouveaux et ceux qui n'ont jamais côtoyé le nid épervier. La preuve, les séances d'entraînement ont commencé depuis leur arrivée en Turquie. Vous savez que la plupart des joueurs n'ont plus retrouvé le nid des éperviers depuis plusieurs années. Et ces joueurs-là sont aujourd'hui là. Et c'est l'occasion une prise de contact d'abord entre ces anciens, entre guillemets, joueurs de la sélection qui sont revenus, les nouveaux... Les Benzema togolais. Voilà. et puis, vous savez que c'est un nouveau staff, bien attendant le retour de l'arrivée de Paul Duarte. Il y a Jonas qui est là. Et les séances d'entraînement, ça se passe très bien. Mais je pense que c'est vrai, c'est pour pouvoir installer cette harmonie autour de cette sélection, pour qu'on retrouve une cohésion qu'on a connue de par le passé, au moment où les éperviers nous faisaient vraiment rêver. On espère vivement qu'à l'issue de ces séances d'entraînement et puis de ces 2 rencontres qui vont se jouer, on espère vivement retrouver une équipe togolaise qui va nous faire rêver. Parce que comme justement c'était le cas il y a 10 ans. Oui, c'était comme... on dit on se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même retrouver cette équipe-là d'antan, Elia Tikbon? L'ancien fleuve, il est déjà passé. C'est celui de... Je suppose qu'on peut retrouver une autre bonne équipe du Togo, mais pas celle qui nous a peut-être fait rêver. Le lit du fleuve est là. Le lit du fleuve, il est là. Il peut y avoir une autre pluie pour qu'on ait un autre fleuve pour se baigner à nouveau dans ce fleuve. Tant qu'on a ce lit qui est le lit des éperviers, qui est le nid des éperviers, qui est la communion entre le public et puis son équipe nationale, on est en mesure de revenir, même si pour moi particulièrement, cette épopée c'est-à-dire l'objectif ne devait pas être forcément Qatar 2022. Pourquoi pas construire un autre fleuve pour la CAN 2023, avoir une équipe pour la CAN 2023 et se projeter sur le Mondial 2026 véritablement. Parce que quand vous le dites, je retourne un peu, je regarde un peu cette équipe qu'on a amenée en stage en Turquie. Je remarque qu'il n'y a pas assez de binationaux
Véritablement. La plupart de ceux qui se retrouvent dans cette équipe aujourd'hui sont ceux qui sont partis de ce cru local, qui forment plus une cohésion que du genre, ce qu'on avait connu en 2005, que cette disparité qu'on avait avec Claude Leroy, où on amenait beaucoup plus les binationaux et tout. Parce que quand je regarde sur une photo, je vois Plaka Fessou, je vois Jenda Konam, je revois Womedove, je revois Labafodo, mais je prends d'abord ces trois, je retourne simplement en 2013 et je me dis qu'on a cette équipe-là qui était à la CAN en Afrique du Sud. Et sur une autre photo, c'est avec Didier 6 où tout le monde était un peu admiratif. Vous sentez qu'aujourd'hui, on est parti beaucoup plus sur une autre cohésion, sur un autre discours pour fédérer les joueurs. Et c'est ça qui est très important. Dans ce stage, le match, ce n'est pas les matchs seulement, comme vous l'avez dit, qui devaient nous intéresser, mais aussi l'ambiance au niveau des éperviers, l'ambiance entre les joueurs. Parce qu'il faut qu'on ait le courage de le dire. Sous Claude Leroy, l'autre chose, c'était d'avoir deux clans. Les binationaux d'un côté qui sont privilégiés par Claude et les locaux qui sont peut-être... Vous avez fait un stage avec eux? Écoutez, tout se lit. Il était dans les coulisses. On est dans les coulisses. Vous avez des informations. Et donc là, c'est un peu ça aujourd'hui. Si on peut avoir un autre discours plus fédérateur pour les éperviers, les joueurs eux-mêmes, se sentir en bloc et communiquer quelque chose au public, je crois qu'on peut se permettre aujourd'hui de rêver, parce que quand on regarde 2005 et 2013, on n'avait pas des joueurs qui étaient au top en dehors de quelques-uns, mais c'est l'élan, c'est la communion entre les joueurs et le public qui nous a poussé jusque-là, et je crois qu'on peut repartir sur ça. Au-delà justement des matchs, au-delà de la technicité, du rythme physique, il a insisté sur l'ambiance. D'aucuns disent que justement ça manquait sur les 4 ou 5 dernières années, où ça a été quand même une dictature, ça a été, on dirait, voilà, il y avait un Claude qui avait droit de vie et de mort sur tout ce qui bouge dans le nid épervier. Pensez-vous justement que cette ambiance-là, de voir quand même le joueur, même quelconque, sortir ce qu'il a dans son ventre, pensez-vous justement que cet élément-là peut quand même ramener l'équipe des éperviers que vous souhaitez revoir, Edwige Apeto? Oui, l'élément est principal parce que d'abord, quand on vous convoque par rapport à vos prestations et vos performances, vous arrivez en confiance. Quand vous êtes dans votre club, vous savez que vous êtes en forme et tout ça, on vous convoque, vous arrivez en confiance. L'autre point, les joueurs convoqués également, vous maîtrisez ces joueurs, vous savez qu'ils sont également en compétition et en club, ils sont bons et tout ça. Ça veut dire que déjà, les gens ne sont pas arrivés juste parce que c'est la tête. Si chacun sait qu'il mérite son arrivée. Chacun sait qu'il mérite son arrivée. Donc, à ce niveau, vous êtes à un même pied d'égalité. Maintenant, quand vous arrivez, c'est le traitement que le staff fait des joueurs qui fait qu'il y a des frustrations parfois. Vous vous rendez compte qu'à ce poste-là, je mérite mieux que telle personne, mais on met la personne devant. Ça fait que vous êtes frustré et vous n'êtes plus à l'aise. Je pense qu'aujourd'hui, le travail qui doit se faire, c'est cela. Faire en sorte que tous les joueurs se retrouvent et qu'ils s'entendent correctement. Parce que quand on vient en sélection, on dit c'est une sélection, ce sont les meilleurs qui arrivent. Et maintenant, quand les meilleurs arrivent, il faut un travail de confiance également. Parce qu'à un moment donné, les joueurs, quoi qu'on dise, Y sait que même si je ne joue plus en club, je vais arriver. L'autre, il joue, mais il ne vient pas. Ou soit, il joue, il vient, mais il est sur le banc. Vous voyez, donc ça fait qu'il y a beaucoup de frustration. Il y a le traitement également. Les paroles que nous sortons en tant que manager, quand on est entraîneur principal, ce que vous sortez, même si le joueur a gaffé sur une action, la manière dont vous devez parler à ce joueur-là, le discours, c'est différent. Même dans nos familles, oui. Quand vous avez des enfants, même dans la famille, c'est différent. Il y a certains qui sont frustrés. Oui, le temps que vous employez, c'est différent. Dans les vestiaires, comme au niveau des entraînements. Il rate quelque chose. Mais qu'est-ce que toi, tu es en train de foutre là? Mais sortez-moi ce joueur. Déjà, cela, ça vous frustre. Un coach togolais vous qui voyez, dit Bemelan, voilà. vous êtes déjà frustré et vous sortez hors de vous. Ce qui fait que, mais vous voyez qu'il y a un autre joueur qui fait pire que vous, mais on dit félicitations, bon courage. Mais vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Donc, je pense que c'est ce travail que le staff doit faire. Ramener la confiance. Ramener la confiance au sein de cette équipe. Et maintenant, on entend déjà des choses. Ça, ce n'est pas bien. Parce qu'il y a certains joueurs qui arrivent, on ne sait même pas d'où ils sortent, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y a tout ça qu'il faut éviter. Parce que si on veut faire un coup méchois, comme on le dit souvent, la sélection juste pour le nom, juste parce que Y a dit qu'il faut sélectionner, ça va causer encore des problèmes. D'accord. Vous êtes sur Radio Djena, l'émission c'est Djena Sport, et justement c'est la prochaine préoccupation avec justement ce regroupement
26 joueurs convoqués par Jonas Kokou, 26 joueurs convoqués également par le manager, parce qu'il a eu quand même des contacts avec certains joueurs, les propositions sont arrivées, 26 joueurs sous l'approbation de Paulo Duarte, c'est ce qui a été dit, mais voilà, il y a déjà des arrivées, il y a déjà des noms qui entrent. Est-ce qu'il y a déjà polémique, on peut commencer par dire, l'ami Diedry? Non, je pense que pour moi personnellement, c'est trop tôt de parler de polémique. Aujourd'hui, Jonas est de l'autre côté de la Turquie. Nous pouvons toutefois nous poser la question parce qu'à l'issue de la conférence de presse organisée au siège de la Fédération togolaise de football, il y avait une liste d'attente. La liste d'attente, ce qui veut dire que si jamais il y a des indisponibilités au niveau des 26 joueurs convoqués, on ne va pas chercher loin sur la liste d'attente. Il y avait une liste d'attente malheureusement. Et après donc la situation de Moussa Bilal de l'AS Togo-Port, naturellement on devait le faire remplacer par un latéral gauche de métier. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que sur la liste d'attente, il y avait ce latéral gauche, il n'y avait pas de... Apparemment, non. Il n'y avait pas de latéral gauche de métier sur la liste d'attente. C'est pourquoi moi je dis c'est trop tôt de pouvoir parler de polémique. Voilà pourquoi il a été remplacé par quelqu'un qui n'était pas sur la liste d'attente. James Oloufade, qui heureusement était en vacances à Londres. Voilà, et donc, Thibaut Klidja également, vous savez, qui... a rejoint de Bordeaux, qui va retrouver le nid des éperviers parce que Fleur d'Haïté, selon les informations, est blessé. Oui. Et je me pose la question de savoir si... Oui, c'est ce qui a été dit. Si réellement Fleur d'Haïté est blessé. Maintenant, il a programmé ses vacances déjà. Voilà, c'est pas trop. Fleur d'Haïté, vous savez, c'est un milieu extérieur droit. Klidja également, lors de ses arrivées en sélection, on a vu un joueur aussi étincelant sur ce côté-là. Et donc, pour moi, personnellement, l'arrivée de ces deux joueurs pour remplacer les deux absents, Moussa Bilal et puis Fleur d'Haïté, je ne trouve pas d'inconvénient. Maintenant, il faudrait que pour les... Il y a également Ouro Shamsundine, voilà, qui va rejoindre le nid des éperviers. Mais je voudrais que pour les prochaines fois, franchement, quand on parle de liste d'attente, qu'on puisse élargir cette liste-là. Là, il y aura plus de polémique. Qu'on essaie de préparer une liste d'attente en fonction des différents postes. Là, on sait que quand le latéral gauche n'est pas là, on a immédiatement celui qui pourra le remplacer sur la liste si un gardien est blessé. Voilà, aujourd'hui sur la liste d'attente, on a Aïba Moubarak, ce qui veut dire que si aujourd'hui un gardien se blesse ou a des indisponibilités, on pourra rapidement faire appel à Aïba Moubarak. Donc prochainement, il faudrait vraiment élargir cette liste-là. Parce que ce n'est pas payant, hein. Élargir cette liste-là. Voilà, ce n'est pas payé. Voilà. Une pré-convocation au club. Voilà. Et puis, Japido, justement, est-ce que on ne peut pas quand même accorder l'état de grâce à ce staff-là qui ne vient que de commencer le travail? État de grâce. Oui. Comme ça se fait un peu partout. Hein. Non, vous savez, depuis quelque temps, le Togo a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de frustration autour de cette sélection nationale, ce qui fait qu'il n'y a plus de confiance, en fait, dans la gestion des éperviers. Les gens n'ont plus confiance en tout, en fait. Donc, ce qui fait que quand vous amenez un joueur sans explication, sans rien, ça commence par parler et tout ça. Quand vous prenez la liste d'attente, je sais, il y a David Henen, il y a Prince Segbefia, Ataba Manim, Wilson Akakbo, Aïba et tout ça. Maintenant, on dit, Moussa Bilal, il est blessé. Mais il y a Wilson Akakbo. Non, Moussa Bilal, il est Covidé. Pardon, il est blessé, ça j'ai dit. Voilà. Il est Covidé par rapport au test coronavirus. Il y a Wilson Akakbo sur la liste d'attente. Même s'il ne joue pas, il n'est pas latéral gauche. Je sais. Même s'il ne joue pas au poste de Moussa Bilal. Oui. Maintenant, au-delà de ça, Thibaut Klidja qui a été convoqué, je me pose la question sur les temps de jeu de Thibaut Klidja. Il n'a pas eu de temps de jeu.
Thibaut, parce qu'il est réservé. Bon, il est en réserve. Ce n'est pas trop. Le football amateur, je reviens. Donc, vous me laissez terminer. Le football amateur en France est arrêté depuis par rapport au coronavirus. Normalement, il devait jouer avec la réserve de Bordeaux pour ce football amateur, mais qui n'existe pas. Mais il y a d'autres joueurs, quand même, qu'on pouvait appeler au-delà de Thibaut Clédier. Au-delà de la liste d'attente, il y a d'autres joueurs. Moi, je pense qu'on pouvait faire appel à d'autres joueurs. Je parle du cru local. Je prends le cru local. Il y a un statut quand même de capitaine de l'équipe junior qui frappe déjà la porte. On ne va pas prendre seulement parce que la personne est capitaine de l'équipe junior. Qui frappe déjà la porte peut-être. À un moment donné, les gens ont crié, ont décrié le fait que quand vous prenez Mathieu de Sèvres, il n'était plus en forme, mais il est toujours convoqué. Mais quand il n'a pas été convoqué, personne n'a jasé, en fait. Non, c'est lui-même qui a désisté. Oui, mais maintenant, personne n'a jasé. Quand vous prenez la sélection... C'était la meilleure des choses. La sélection française, par exemple. Karim Benzema a été mis out. On nous a parlé entre-temps de ses performances parce qu'il a duré sans marquer de but. Après, on sait ce qui s'est passé autour de l'affaire, autour de lui. Mais à un moment donné, par rapport à ce qu'il faisait en club, on était obligé de le convoquer. Je parle de la France. Donc moi, je dis, pour convoquer des joueurs, c'est par rapport aux performances. Je ne suis pas contre Thibaut Clédier. Mais on ne peut pas faire des choix juste comme ça parce qu'il est capitaine des éperviers juniors. Mais quand même, il faut quand même partir sur certains principes. Est-ce que justement, pour peut-être voir des joueurs, ce n'est pas le moment... Ce n'est pas un stage qu'il faut quand même donner l'opportunité à certains jours, où il faut attendre les matchs officiels pour le faire. Justement, c'est là où moi je ne trouve pas de polémique véritablement, parce qu'on n'allait pas attendre la veille d'un match contre le Sénégal pour essayer de dire, voilà, on convoque X ou on convoque Y. C'est le moment, c'est tout ce qu'on avait demandé à l'autre staff d'habitude. Convoquer de nouveaux joueurs pour ces genres de matchs, pour ces genres de stages, voyons ce qu'il y a lieu de faire. Éviter de les lancer comme David et Enen directement lancés dans un match officiel. Oui. Ou même le latéral, l'autre... Steve Lasson. Non, Loïc Bessilé également. Voilà, le contre l'Égypte également. Donc vous comprenez, c'est le moment de voir tout ce beau monde-là. Maintenant, quand je reviens sur le cas de Thibaut Clédier, il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue le fait que c'est le capitaine de la sélection des moins de 20 ans, coaché par Jonas Kokou, comme nom. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Il faut se mettre dans cette optique-là de se dire, ok, peut-être il a vu des choses chez le petit et il a envie de voir, est-ce qu'il peut reproduire ces choses-là au haut niveau, à un niveau un peu plus supérieur avec les A. Et maintenant, peut-être qu'on se projette également sur l'avenir. Il est petit. C'est un jeune qui arrive. Et est-ce qu'il ne doit pas apprendre aux côtés de placards, d'un certain Fodo là-bas et tout. L'objectif n'est pas forcément de le voir jouer, mais c'est de prendre le pouls de la sélection. Pour certains joueurs, ce n'est pas de venir forcément jouer à ce stage, mais c'est de prendre le pouls de la sélection. On se souvient tous de Urosama Hakim. On l'avait mis dans la sélection, où il a commencé par prendre le pouls de la sélection pour être un habitué. Et à un moment donné, il a été quand même il a pris justement, il a pris un peu plus d'importance. Et là, je trouve que c'est tout à fait normal, c'est vrai, même si certains se disent que c'est parce que Floyd, qui est un meneur ou bien milieu centré, qui se blesse et qu'il faut convoquer. Mais quand même, il y a quand même Mathieu Segbefia qui aurait pu arriver. Oui, et là, la question c'est de savoir, est-ce que lorsque Floyd se blesse, le coach, il n'a pas une autre vision dans la tête de son jeu, de ce qu'il veut mettre en place. Est-ce qu'il ne se dit pas que, bon, ok, dans ma liste, j'ai un autre meneur qui puisse faire l'affaire et donc, du coup, je n'ai pas à m'inquiéter à ce poste-là parce que il peut arriver même que ce soit un latéral qui se blesse, mais qui se dise, ok, j'ai peut-être un joueur polyvalent à ce poste qui puisse se dépanner, donc j'amène un attaquant pour voir ce que ça peut donner. Et donc, véritablement, c'est ça. Et moi, je me dis, on ne va pas tout de suite à partir, commencer par crier. Soyons francs et honnêtes, on n'a que des ruines. Hein. L'équipe nationale est en ruine. Il faut repartir, reconstruire. C'est Samori Touré, c'est ça? Tactique de la terre brûlée. C'est ce qu'on a eu à faire. Donc, après Claude, c'est le début. C'est le début. Et donc, il faut prendre le temps de reconstruire calmement et ça va aller. Et moi, je crois que pour James Oloufade, il n'y a pas à dire grand-chose. C'est Moussa Bilal, un latéral gauche qui se blesse. On n'en a même pas. Des fois, quand vous êtes gaucher aussi, c'est l'avantage d'être gaucher naturel. Les gauchers ils sont rares aujourd'hui. Donc, on ne le souhaite pas. Si on a James et puis Bilal qui se blesse, on va commencer par réfléchir qui on amène, qui fait quoi véritablement. Donc, vous comprenez. Donc, et puis pour ce stage, moi, je trouve que c'est bien d'essayer. Il y a Ouro Shamsuddin également qui arrive. Je n'ai jamais entendu parler de ce nom, je ne l'ai pas découvert. C'est Serge Akakpo qui
qui si vous voulez, Orocham Sudi Nakako. Voilà. C'est lui qui l'a fait venir. Non, c'est lui qui a proposé le joueur. Le joueur. C'est dans son rôle de manager. Son rôle de manager. Probablement, il a suivi le joueur. Non, il a peut-être suivi le joueur et tout. On va voir. Pour moi, c'est bien d'aller chercher peut-être ces joueurs-là qui sont encore jeunes, qui se disent, OK, je peux toujours défendre les couleurs de mon pays. Pas ces joueurs-là qui sont là, qui à 23 ans, 20 ans, 24 ans, espèrent arriver dans une sélection, et c'est lorsque les portes se ferment, qu'on les ramène en sélection, c'est ce qui nous pose plus tard des problèmes. Toujours parlant des éperviers du Togo, il faut reconstruire, il faut repartir. Un manager qui s'oriente beaucoup plus vers l'extérieur, mais il ne faut pas quand même penser que la reconstruction de l'équipe nationale devrait se faire que par l'extérieur. Il faut revoir tout. Le football à la base, la direction technique nationale, il faudrait avoir un socle beaucoup plus, en tout cas, local, l'amitié de Ré. Oui, malheureusement, depuis un certain temps, vous savez, les attentions sont beaucoup plus focalisées sur la sélection Fagnon, les éperviers A. Et c'est vrai, entre-temps, il y a la sélection Espoir U23 qui a participé au tournoi de Toulon. Le mois de 21 ans. 21 ans, voilà, 21 ans, au temps de Claude Leroy. Maintenant, la sélection U20 de Jonas et de U17 de Maurice Noutudien, vous savez, c'est quand il y a une compétition en vue qu'on essaie de regrouper. C'est un peu dommage. La sélection féminine. Oui, la sélection féminine, on ne parle même pas. Là, on se pose la question. Voilà, donc je pense qu'il faut essayer de réorganiser même les championnats des jeunes. C'est très important. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de championnat de jeunes. Et c'est pourquoi moi, je jette des fleurs à ces équipes-là qui font confiance à ces jeunes dans leurs clubs, surtout les clubs de deuxième division. Où, au niveau de la poule A, j'ai suivi la plupart de certains matchs. Et j'ai vu des joueurs jeunes, des moins de 18 ans, des moins de 19 ans, dans des clubs de deuxième division. C'est là-bas même qu'il faut essayer d'organiser bien les choses pour qu'on puisse fournir à nos différentes sélections des joueurs compétitifs pour les compétitions à venir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le championnat de deuxième division, vous voyez les conditions dans lesquelles ce championnat se déroule. C'est déjà à huis clos. C'est un peu difficile, les conditions. Ce n'est pas trop ça. Les moyens, les clubs n'en ont pas. Vous savez que la plupart des responsables du club les finances sont covidées. Voilà, et donc il n'y a pas les moyens. Quand vous prenez certains clubs aujourd'hui, c'est difficile. Les joueurs ont signé sans aucun franc. Et quand on veut vraiment avoir des vrais talents, on veut vraiment avoir des joueurs qui sont pas capables de produire quelque chose d'exceptionnel au niveau des sélections, c'est le mental. Et je pense qu'un joueur qui mentalement n'est pas fort dans son club, même s'il est très fort, il ne pourra donner aucun résultat. C'est en cela que moi j'appelle à ce qu'on puisse vraiment mettre les moyens. S'il n'y a pas de championnat des jeunes, déjà qu'au niveau de la deuxième division, il y a beaucoup de jeunes qu'on mette les moyens et même imaginer à organiser un championnat de troisième division. C'est très important pour qu'on puisse voir une sélection U17 avec des jeunes. Je pense qu'on peut le faire. Si vraiment on y pense beaucoup et qu'on met les moyens, le Togo est capable de surprendre au niveau des sélections des jeunes. Nouvel élan 1, nouvel élan 2, ça fait une CAN, c'est bien, ça fait la régularité des championnats, c'est bien, mais là, le championnat des jeunes, c'est un échec. Le mot, il n'est pas trop fort. Ouais, moi, je sais pas. Bon, je suis d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, le colonel Akbovi, avec son équipe, n'a pas réussi sur ce plan, parce que c'est seulement des personnes privées qui essaient d'organiser des tournois. Je parle depuis avant que la crise n'arrive, d'organiser des tournois de jeunes, et c'est grâce même à ces tournois qu'on sélectionne certains jeunes pour nos différentes équipes nationales. Moi, je dis aujourd'hui que si on veut faire du football, il faut vraiment reconstruire tout. Et c'est normalement la mission de la direction technique. Depuis que cette direction est installée, ou bien depuis que le directeur technique est installé, national, il ne faut pas oublier. National. Oui, bon, on parle de la Fédération togolaise de football. Depuis que les directeurs techniques. On parle du football, de la Fédération. Je suis directeur technique de Presse Sporting Club. Depuis que le directeur technique national de la Fédération togolaise de football est installé, moi, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Bon, il semble qu'ils travaillent, mais c'est la communication qui. Mais attendez, sinon, quand vous arrivez à la fédération, dans le hall, porte directe, vous voyez, ils sont là. Hein. Non, ils sont là. Oui. Chaque matin, ils sont là. Oui. Sortez ce qu'ils sont en train de faire. Dites-moi. Parce qu'il faut même. Le vigile aussi est là chaque matin. Voilà.
Ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils font? Sortez-le. Je ne suis pas en train de... Ils sont en train de réorganiser, peut-être administrativement. Non, vous savez, aujourd'hui, il faut... D'abord, la direction normale devait nous sortir un plan stratégique. Oui. En prenant en compte le coronavirus. Oui. Parce que nous tous, on est dans le coronavirus, on sait. Mais nos institutions travaillent. Il y a également ça démembrement. Oui. Les maintenant, ce que je dis, régionaux, par exemple. Maintenant, le travail doit commencer par là. Il faut une stratégie. On ne nous sort pas cette stratégie-là. On attend. Le directeur est là. Peut-être on lance d'informations, on le voit. Et tout ça, ça s'arrête là. Maintenant, après ça, Lamia parlait de quelque chose. Puisque le travail de la direction ne se fait pas, il faut se rabattre sur d'autres choses. Par exemple, le championnat de 2e division. Il y a plein de gens de centres de formation qui sont au niveau des clubs de 2e division. Plein. Et les clubs ont compris qu'il faut se rabattre sur ces jeunes de centres de formation pour pouvoir construire une équipe solide. À Gaza, par exemple, franchement, aujourd'hui, on va parler tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne sur le plateau, mais à Gaza me séduit par rapport aux résultats. Avant, on insultait à Gaza. Il y a certains clubs... Vous critiquez ou bien vous insultez? Même insulté, parce qu'à un niveau donné, à Gaza, même était par terre, en fait. Ils ont décidé de devenir des serpillères. Les supporters disent parfois Miflunto. Donc, c'est pour dire que on pouvait mettre assez de moyens au niveau de la 2e division, parce que souvent, quand on parle de subvention au niveau de la D2, même la D1, c'est compliqué. Mais au moins, la D2, on divise par 2, ce qui fait que c'est difficile. Même on pouvait donner le 3/4. Maintenant, la 3e division est importante là où on est aujourd'hui. On a essayé d'organiser les championnats. On n'a pas entendu parler de coronavirus. C'est le football qui a fait que les chiffres du coronavirus ont augmenté au Togo. Non, on a plutôt entendu qu'il y a des réductions. Donc, ça veut dire que le football a été exemplaire dans l'organisation. Ça veut dire que la fédération peut lancer la D3. Parce que si la D2 est en train de finir, il faut penser à la D3. Parce qu'au niveau de la D3, il y aura des relégations, mais là, mais parfois, les montées ne sont pas... Voilà. Donc, il faut penser à la 3e division. Bien avant la 3e division, il faut penser au championnat féminin d'abord. Oui. Il ne faut toujours pas reléguer les championnats féminins à la dernière position. Comme on parle des jeunes, c'est pourquoi je suis en train de... C'est 41%. Qui a disparu. Donc, moi, je suis en train de dire, pensez à la 3e division, parce que majoritairement, les jeunes des centres de formation jouent pour des clubs de 3e division et de 2. Donc, pensez à cela avant que la direction ne se réveille à mettre en place une stratégie. Voilà ce qu'on pourra dire par rapport aux EPRD. Très rapidement par rapport à ça. Souvent, on évoque ce problème de moyens, et c'est là où moi, je me pose la question de savoir où est ce partenariat avec Togocom. Moi, ce partenariat. C'est un autre débat. Parce qu'on nous a dit Togocom s'aligne sur... Oui, ça s'aligne des jeunes. Ouais. Togocom s'aligne sur l'équipe nationale A et sur le championnat des jeunes. Alors, présentez-nous quelque chose. La direction technique nationale, faites-nous un planning, sortez-nous quelque chose. Allez vers Togocom et après... Il faut d'abord parler de la composition de cette direction. Pourquoi je parle de directeur technique? Aujourd'hui, qui sont ces personnes-là qui constituent cette... Bon, souvent quand vous arrivez, il y a plusieurs personnes. C'est vrai, il y a des ressources humaines, mais est-ce qu'il y a la compétence? C'est de ça aussi. Il y a Néné Sebabi qui est là. Edwige parlait tout à l'heure de plan stratégique. Ne peut pas élaborer un plan stratégique sur une période de 3 ans, de 5 ans pour toute une nation qui veut. C'est en cela que je parle de compétences. Moi, c'est vrai, vous avez dit tous les matins. Le Sénégalais peut revenir? Non, mais on a des compétences. On a des compétences. La question, c'est pour vous dire que nous avons des compétences capables de nous faire sortir un plan stratégique de 3 ans ou de 5 ans. Maintenant, est-ce que ces gens-là sont sollicités? Parce que ce que moi je vois à chaque fois au niveau de la fédération, c'est un groupe d'amis qui... C'est les mêmes personnes qui reviennent. Vous m'excusez, Latif, ne sont pas capables de nous faire sortir un plan stratégique digne de ce nom. À moins qu'on fasse venir une personne extérieure de cette direction-là pour les aider. Mais ces gens-là que moi je vois... C'est des gens techniques. Techniquement, oui. Mais l'élaboration aussi, c'est tout autre chose. Quand on a les idées, il faudrait quelqu'un élaborer des projets. Oui, il faut élaborer des projets. Une direction. Il faut vous allez dans d'autres fédérations, dans d'autres pays. Il y a la gestion de projet. La direction technique est pratiquement au même niveau que le secrétariat général. Justement, des départements volumineux. Si on prend cette direction technique, il faut des techniciens sur le terrain pour appliquer le plan stratégique. Et c'est ça. C'est le technique et l'administration véritablement. C'est l'administration avec une tête pensante, réfléchissante, qui va pouvoir élaborer la stratégie
Et surtout avoir également quelqu'un qui sait tâter, qui sait convaincre sur ce qu'on présente véritablement. Ils doivent avoir des arbitres, des journalistes parmi eux. Aujourd'hui, quand on parle de direction technique nationale, c'est un peu comme la direction de la communication de l'AFTF. On n'a que des directeurs. Pourquoi on appelle quelqu'un directeur alors que c'est comme vous avez quelqu'un en dessous. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. Il n'y a personne n'a personne en dessous. Excusez-moi si ça fait tautologie. On essaie de coller en fait, entre amis. Non, et donc il y a des personnes mais qui ne sont pas officielles. De chargé de communication, c'est mieux. Et chargé de la technique et de la direction technique. Voilà, c'est mieux comme ça, véritablement. Non, parce qu'il n'y a personne en dessous. Le responsable. On dit responsable même, c'est qu'il y a des gens. Non, vous savez, Latif, ce que Elie Latif l'ami dit, c'est important. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, quand j'ai pris la parole, j'ai parlé de directeur technique. Parce que je savais qu'il n'y a pas de direction. Aujourd'hui, on n'a pas de direction technique. C'est un directeur technique qu'on a. Parce que le directeur technique a des relations, il connaît des gens qui sont techniques sur le terrain, oui. Ceux qui sont autour de lui sur le terrain, ils sont bons, ils s'y connaissent. Oui. Maintenant, quand on parle de gestion de projet, rédaction de projet, de marketing, c'est autre chose. Aujourd'hui, il faut mettre en place cette structure-là au niveau de cette direction. Pourquoi on parle de direction technique? Mais si la fédération ne le fait pas, le directeur technique peut sortir son papier. C'est bien lourd et profond. Mais quand il le dit, si vous sortez, vous dites, c'est ma structure, c'est... Comment on appelle mon plan de travail, c'est mon organigramme, c'est mon organisation, et que la fédération ne vous aide pas, là, vous avez quelque chose. Vous allez dire non. Je crois que l'État également devrait accompagner à travers le ministère des Sports, qui doit avoir des compétences également, qui puisse également travailler pour cette direction technique nationale. C'est important. Quand vous allez à l'IMGS, il y a beaucoup de personnes qui savent comment gérer les projets. Ce n'est pas que sur le football, c'est sur tous les sports togolais. Et peut avoir même des fonctionnaires déjà de l'État qui puissent travailler. Ce qui vous aide, vous n'avez plus à payer de salaire. Voilà ce qu'on aura tout dit pour ce stage. On aura l'occasion de revenir encore sur ce stage qui devrait prendre fin le 9. Oui. Ce sera un mercredi bien. Le 9, quand ça sera un jeudi ou un vendredi. Un mercredi ou jeudi, en tout cas, on aura l'occasion de revenir. On parle maintenant de la deuxième division nationale de football avec Agaza qui fait la course en tête dans la poule A. Tambo fait de même dans la poule B. Cacadre bien talonné, mais reste toujours leader au niveau de la poule C. La saison régulière a fini sa phase aller. La phase retour revient. Nous avons une consoeur également, membre du staff dirigeant d'Agaza, qui quand même doit être heureuse par rapport quand même à la performance d'Agaza pour cette première phase. Oui, bien évidemment, vous savez, Edwige l'a dit un peu plus haut, Agaza depuis 2-3 saisons, ce n'est pas le grand Agaza qu'on a connu de par le passé. Et durant les 2-3 dernières saisons, Agaza a toujours maintenu le même effectif. Malheureusement, les résultats n'ont jamais suivi. Agaza a toujours été sauvé à la dernière minute par une situation inattendue. Et vous savez, quand on est un grand club, il faut avoir de la chance de son côté. Et Agaza a toujours cette chance-là. La chance des grands. Voilà, la chance des grands. Donc aujourd'hui, je pense que pour cette saison, au vu des 3 dernières saisons passées avec l'ancien effectif, le staff dirigeant a jugé bon de recommencer tout à zéro. Et vous aurez dû comprendre qu'aujourd'hui, quand vous prenez la liste des joueurs, des 30 joueurs licenciés du côté de Agaza, il n'y a que 5 qui ont fait les dernières saisons avec Agaza. Ce qui veut dire que Agaza, cette saison, évolue avec 25 nouveaux joueurs qui viennent notamment de la plupart des centres de formation, et surtout Swallows qui a 4 joueurs titulaires aujourd'hui dans l'effectif des Verts de Tourcoing. Et donc, il faut dire que du côté de Tourcoing, c'est la joie après cette phase aller. Vous savez, l'objectif d'Agaza, ça, il faut le dire, ce n'est pas la montée, parce que nous avons une équipe très jeune. Au début du championnat, on s'est dit, on ne va pas mettre trop la pression sur cette équipe-là, puisque la plupart, je l'ai dit, est à sa première saison. Et donc, il faudrait, vous savez, Agaza, les supporters, peu importe ce qui se passe, pour eux, c'est la victoire, c'est la victoire et c'est la victoire. Et quand il n'y a pas la victoire, quand ils quittent le staff technique, c'est les dirigeants qu'on a bien envie de chasser.
Et donc aujourd'hui, il y a eu un travail de fond. Il ferme la porte. Il y a eu un travail de fond qui a été fait avec ces supporters-là pour leur faire comprendre que sur 3 saisons, nous avons maintenu le même effectif, ça n'a pas marché. Et donc, essayons de donner la chance. Il faut reprendre les choses à zéro. Donner la chance à ces jeunes-là de pouvoir être ensemble au moins pour 2 saisons, pour prétendre retrouver l'élite. Et je pense que l'idée du président et de tout son staff a été épousée par les supporters qui ont souhaité à ce que Agaza puisse faire tout. S'il faut se maintenir, le faire le plus tôt possible. Il ne faudrait pas attendre les dernières journées pour commencer par faire les calculs de maintien pour la deuxième division. Et aujourd'hui, je pense que les Verts de Tokoin sont sur une bonne lancée. On espère vivement que les joueurs, le staff technique vont pouvoir garder le cap pour la suite du championnat. Je voudrais parler donc de la phase retour. Je reste avec vous et si justement la pression de se retrouver relégué est maintenant peut-être hors d'état de nuire, peut-être on commence à reconsidérer les objectifs lorsqu'on constate que Agaza est en tête avec justement un match entre lui et son dauphin. Oui, Eli vient de le lâcher, comme aime bien le dire un entraîneur togolais, Fofana Aboubakar. L'appétit vient en mangeant. Donc aujourd'hui, je pense que Agaza est déjà sur la bonne marche, sur le point de se maintenir en deuxième division. Bon, maintenant, premier objectif atteint. Maintenant, il y a encore 5 matchs pour la fin de la phase régulière. Si l'effectif de Yenke Claude arrive à maintenir le cap, ça dépend des matchs 1 dans la sérénité, sans aucune pression. Si les victoires viennent et qu'au finish à Gaza se retrouve à la tête de la poule A. Gaza passe directement pour les play-offs. Et si jamais nous avons cette opportunité, ce ne serait pas malin de retrouver à Gaza. Et on dirait encore que la chance a encore souri à un grand. À Gaza, justement, qui, on se dit peut-être les circonstances aussi commencent à aider à Gaza. À Gaza qui a refait ses installations. Et voilà, c'est ça qu'on demande à un club. Oui, à Gaza, quand on prend les clubs de Lomé, c'était avant le seul club qui avait un siège. Oui. Et on disait le terrain de Bossimi, normalement ce terrain, il y avait de l'espace, il fallait refaire les choses au niveau du terrain, mais on parlait de moyens. À un moment donné, les dirigeants ont décidé de poser une pelouse au niveau du terrain de Bossimi parce qu'on avait envie de revoir à Gaza en fait. Maintenant, après cela, il y a eu la D2 qui est annoncée. Maintenant, il faut se maintenir parce qu'on l'a dit tout à l'heure, à Gaza, à chaque saison, ces 3 dernières saisons-là, c'était compliqué. La dernière, c'est coronavirus. Vous voyez, donc ce qui fait que quand vous prenez un club qui a de l'identité, qui a une histoire, et que ce club peine à d'abord monter c'est difficile quand on redescend en deuxième division, mais peine à se maintenir en deuxième division, c'est que c'est difficile. Ce n'est pas les moyens qui manquent à Gaza. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à accompagner. Je ne parle pas de la Fédération togolaise de football. Il y a des gens qui sont prêts avec des cœurs, mais à un moment donné, ces gens-là également s'essoufflaient. Parce que quand vous accompagnez et puis le résultat ne vient pas, ça décourage. Et cela, c'est une déception. Maintenant, ils ont compris qu'il fallait balayer tout le monde. Le sentiment, parfois, dans le football n'existe pas. Même si un joueur a fait... C'est un métier ingrat. Oui, mais vous êtes bon le matin, vous êtes là le soir, vous n'êtes pas bon. Vous avez sauvé le club à un moment donné, mais si vous n'êtes plus bon, on vous laisse partir. Parce que c'est nous qui jouons, jouons bien. À Gaza, c'est nous qui avions fait à Gaza. Non, ça n'existe pas. En fait, ce n'est pas seulement concernant à Gaza. Le sentiment en football, ça n'existe pas trop. Maintenant, à Gaza a compris qu'il fallait laisser partir ce sentiment-là, reconstruire les choses, faire de belles choses, et c'est ça. Aujourd'hui, on ne parle que de 5 joueurs, ou bien 4 qui sont restés de l'ancien effectif. Déjà, c'est bien. Maintenant, ce sont des jeunes. Et ce que moi j'ai aimé, c'est qu'on n'a pas mis trop de pression sur cette équipe-là parce que des jeunes qui n'ont jamais peut-être eu la chance de jouer le championnat et qui arrivent et vous mettez la pression, surtout c'est la deuxième division, vous demandez c'est la montée. Ça, c'est des objectifs irréalisables quand vous demandez à des jeunes. Mais le maintien, d'abord, c'est bon. Et vous prenez le match un par un. Vous prenez l'adversaire, vous essayez de jouer chaque journée comme il le faut. Aujourd'hui, à Gaza, 11 points.
Arabia a 8 points. Rien n'est encore joué dans cette poule A, même si c'est à un match. Maintenant, Agaza doit continuer comme cela a été. Rester dans la même dynamique. On a toujours parlé de l'organisation aujourd'hui. Cette organisation a été revue du côté des Verts et c'est ce qui arrange. Mais si cette organisation fléchit à un moment donné, vous allez voir que le club également va fléchir. La première analyse de Latif n'était pas aussi mauvaise par rapport... Oui, c'est une question que je suis en train de poser. La première analyse de Latif n'était pas aussi mauvaise. Après le premier match face à la JCA, Agaza avait quand même montré des choses. Oui. La JCA également, même si l'équipe d'Argogne n'a pas su continuer, Agaza quand même a su bonifier ce qu'on a vu. Toi également, tu étais sur ce match-là de la première journée, lorsque Agaza a fait un match nul face à la JCA. Oui, quand on prend ce premier match d'Agaza, on se dit Agaza n'a pas été réaliste, Agaza a titubé, sinon Agaza aurait pu remporter ce match véritablement. Agaza a joué, la JCA a eu des occasions. Voilà, Agaza a joué, la JCA a eu des occasions. C'est vrai, Agaza est revenu au score. Mais sur ce match, l'ami a souligné un aspect, d'abord, c'est que j'étais un peu perdu parce que je ne revoyais pas les joueurs que je connaissais. Je me demandais qu'est-ce qui se passe du côté de Agaza véritablement. Je n'avais pas exactement le nombre. Savoir qu'il n'y avait que 5 sur 30 joueurs parce que je n'avais pas les joueurs. Et le problème majeur d'Agaza les saisons antérieures, quand ils étaient déjà en première division pour être relégués et puis les saisons antérieures, c'est l'indiscipline. Il faut de certains joueurs. Il faut qu'on ait ce courage de le dire. C'est l'indiscipline de certains joueurs qui se croyaient trop beaux pour ce club et également c'est la pression du public derrière Agaza. Et on le disait lorsqu'on parlait des choses, ils étaient capables, ces supporters, d'insulter directement et même de vouloir tabasser eux-mêmes leur entraîneur ou leur président ou même de fermer les portes pour interdire la séance d'entraînement. Donc vous comprenez toute la pression qu'il y a. Il y avait trop d'indiscipline. Il y avait trop d'indiscipline. Hein. Même si c'est derrière, c'est à côté de la maison de mon grand-père là-bas. On connaît toute cette équipe d'Agaza, mais aujourd'hui ils sont arrivés avec une autre ambition, un nouveau discours et tout ce qu'il y a. Et moi je dis un chapeau également à ce staff-là. Yankee Claude, je n'ai pas pensé que Yankee Claude allait accepter revenir en deuxième division parce qu'avoir été adjoint champion du Togo, avoir été adjoint lors de la Coupe continentale avoir pris Golesou et revenir en deuxième division dans un club où il y avait plus d'incertitudes que de certitudes. Je me disais, oui, c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, le duo qu'il est en train de former avec Amavi, Amavi et puis Aïe Richard, oui, l'entraîneur de gardien Agbavan Paul. Mais tout le mouvement commun Amavi avec ses coups de sang qui est capable de crier sur des gens. Il faut de ces genres de personnes qui soient capables de crier sur toi, mais que juste après qui te reprennent et qui te disent non, ça c'est comme ça, tu dois le faire avec cette niaque là. Quand moi j'ai joué avec Jean Jouéa, c'était comme ça. Voilà. Et au moins ça, il a ce discours là. Le marquage c'était à la culotte. Et donc justement, et puis ça a apporté quelque chose de plus. Le marquage serré que Agaza fait au niveau de sa défense aujourd'hui permet à Agaza d'arriver là. Même si aujourd'hui, ils n'ont que 3 points sur Arabia, ils sont sur une très belle dynamique. Ces jeunes, ils sont en train de jouer, ils ont de l'envie. Ils savent que voilà, si nous poussons un tout petit peu, nous pouvons nous aussi nous inscrire notre nom un peu dans le livre d'Agaza et c'est en train de marcher. Et également, il faut dire à Amadou Ouattara qui, contrairement à certains présidents, semble être plus effacé. Il y a un qui ne joue pas au fanfaronnade, même si on sait que derrière, il travaille beaucoup. Bon, il a été toujours comme ça. Ouais, et puis, derrière, il y a le général également au sang vert, toujours qui est là, qui pousse. Et donc, je crois que véritablement, Agaza, c'est la sensation. C'est peut-être un coup de cœur. Je ne suis pour peut-être la phase pas. aller. Oui, pour la phase aller. Je ne suis peut-être pas un gros fan de Agaza, mais je ne m'attendais pas à voir cette équipe-là à ce niveau. Et puis, ils ont fait un travail où ils n'ont pas beaucoup crié sur les toits par rapport aux autres clubs. Comme quoi, trop de communication tue la communication. Comme trop vous de le dites. communication, la communication, justement. Asfosa est en difficulté, le Tafilant en difficulté. Les deux amis ont 6 points seulement. Sur 15 possibles, c'est une première phase ratée pour ces deux formations. Oui, surtout Asfosa de Lomé, quand on voit un peu ce qui a été fait autour de cette équipe avant le début du championnat, avec des recrutements et des présentations officielles des joueurs, pas des moindres qu'on connaît dans ce championnat. Malheureusement, vous savez,
vous l'avez souligné tout à l'heure, si du côté d'Akaza de par le passé, il y a eu de l'indiscipline, je pense que le même problème également s'est produit du côté de la SFOSA aussi, où à un certain moment, il a fallu qu'on puisse écarter certains joueurs. Le président a dû taper du poing sur la table. Qui pourrissent l'atmosphère. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand vous prenez un peu le projet de ASFOSA, c'est un projet sur 2 ans ou 3 ans. Ça, c'est selon les informations de David Renard. Vous savez qu'il a un partenariat entre EducFoot et ASFOSA. Maintenant, c'est un peu compliqué pour cette équipe. Déjà, quand vous prenez la poule A, il n'y a pas de petite équipe dans cette poule-là. Et donc, c'est la chance qui a beaucoup joué pour certains. Vous allez voir les matchs d'ASFOSA. La plupart des rencontres, c'est que cette équipe pouvait gagner. Mais malheureusement, au finish, elle a toujours été peut-être rejointe au score où elle, au finish, perd le match. Mais je pense que l'entraîneur Ama, et puis il y a un ancien international à MTP, Médard également, qui est là. Il y a Dikamaouli également, un ancien attaquant qu'on connaît très bien, qui est dans ce staff. Je pense qu'ils vont pouvoir remonter le moral de ces joueurs. Maintenant, parlant de l'étoile filante, là, je ne semble pas comprendre exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous prenez un peu les clubs de deuxième division où le traitement, la gestion est un peu mieux faite, c'est du côté de l'étoile filante. Le président, maître Wilson, c'est un monsieur qui aime le foot, qui met les moyens, il n'attend juste que les résultats. Mais malheureusement, nous étudiants aussi ne semblent pas trouver la formule essentielle pour pouvoir faire bouger les choses, pour transformer tout en bleu. C'est vrai, le ciel est bleu, mais depuis un certain temps, le ciel s'assombrit de couleur. Il faudrait également repenser très vite à ce que le shooting dans cette poule-là, Arabia est deuxième, n'a pas dit son dernier mot. Les Chameaux veulent jouer une première division historique. Ils sont toujours dans leur dynamique. Le meilleur deuxième des 3 poules peut également retrouver les playoffs. Ça suppose que entre Agaza et Arabia, la lutte est toujours là. Au niveau du bas du tableau, il y a également la JCA qui est en difficulté, qui doit se réveiller. Dans la poule B, il y a Tambo qui fait seul la course en tête, mais sous la bonne garde de Kotoko de Lavier, les deux prétendants à la place qualificative directe pour les playoffs se sont retrouvés 0 but partout, avec beaucoup de polémiques derrière en tout cas, derrière ce match-là. Et puis il y a Pédo. Vous savez, à un moment donné, il faut que nos entraîneurs aillent à l'école. Il faut retourner à l'école parce que sincèrement, il y a des réactions qu'on ne pourrait pas avoir. Non, je ne suis pas ministre de l'éducation. Parce que quand on dit... Non, c'est trop fort. Non, mais quand on dit entraîneur... Non, c'est sérieux, quoi. Quand on parle d'un entraîneur, c'est un éducateur. Un entraîneur, c'est un éducateur. C'est un rassembleur. Mais quand vous avez un discours d'un tel, je sais pas, d'un tel degré, je ne sais pas ce que vous voulez inculquer à vos joueurs ou bien quel message vous voulez véhiculer à vos joueurs. Ces joueurs auront les mêmes réactions sur le terrain et vous n'allez que prendre des cartons rouges. Parce que si l'entraîneur même est agressif, j'imagine les joueurs sur le terrain. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, vous avez un match nul. Je n'ai pas suivi le match. Mais les propos, sincèrement, ça ne tient pas. Et puis Edby, vous permettez, ce qui est choquant, c'est que cet entraîneur a postulé au poste de sélectionneur. J'en viens. Ce que je dis, les arbitres font des erreurs. Nous tous, on le dit. Mais quand un arbitre... C'est des fautes ou des erreurs? Bon, il y a souvent des erreurs, il y a des fautes également. Maintenant... C'est quand elles sont répétitives qu'elles sont plus des erreurs. Oui, voilà. Maintenant, quand sur un match, l'arbitre a eu à faire des erreurs, soit vous analysez calmement. On n'écrit pas, on n'insulte pas. On n'a pas besoin d'insulter ou de crier. Maintenant, aujourd'hui, Tambo est devant avec 13 points. Oui. Avec 13 points. Oui. À Kotoko, 9 points. 10 points. 10 points. D'accord. Kotoko, 10 points, ça fait un match également de différence. Non, je sais, c'est 10 points. Oui. Et donc, ce qui veut dire que
qu'on ne te connaît pas encore, out. À l'instant T, le meilleur deuxième des 3 poules, c'est Kotoko de la vie. Donc, ça veut dire que la phase allée, on a encore 5 matchs. Vous avez joué un match nul face à votre adversaire direct. Ça peut le faire toujours. On retourne, on fait les analyses, on corrige ce qui a corrigé, ce qui n'a pas fonctionné, parce que les deux équipes ont évolué à 10. Oui. Il y a eu 2 cartons rouges. Donc, ce que moi je dis, que les entraîneurs retournent à l'école. Parce que quand vous êtes entraîneur, il y a des choses qu'on ne sort pas, en fait. Au niveau de la poule B, c'est les 2 qui sont en train de sortir du lot. Agoua semble abdiquer depuis justement un moment. Les héritiers de Kousoutou n'ont gagné qu'un seul match. Les TAS leur a interdit de gagner aussi. 2 matchs nuls. Les TAS leur a interdit de gagner. Apparemment. Une victoire, c'est pas 2 matchs nuls. Une victoire et puis 2 matchs nuls. Ce n'est pas quand même digne de Agoua de Kousoutou que vous connaissez très bien. Oui, c'est l'équipe de chez moi. Vous savez, depuis cette montée ratée face à Sarasport de Bafilo, Agoua, dans ses performances, a beaucoup baissé. Je ne sens pas comprendre ce qui se passe du côté. Après Sarah, il y a eu Unisport. Oui, il y a eu Unisport. Il y a eu avec cette histoire de dernière minute avec un joueur qui est non qualifié, qui a joué. Et puis bon, finalement, Agoua est passé à côté cette saison. On attendait beaucoup plus Agoua qui, à un certain moment, était devenu un habitué de la compétition. Malheureusement, les résultats ne suivent pas pour l'instant, je me dis, ou bien du côté du président Moustapha Kassendia et ses collaborateurs, on sent déjà une fatigue, une démotivation parce que là, ça fait déjà 2-3 saisons qu'on poursuit le même objectif, mais qui peine à être atteint. Mais j'espère vivement que, du moins, ça a défaut de pouvoir donc se qualifier pour les playoffs. Agoua pourra très vite se rattraper lors de la phase de retour et se maintenir parce que justement il y a déjà l'équipe de Kamboli qui est en 3e division. Ce n'est pas bien pour Odalo de Kamboli, ce n'est pas bien pour la zone. On va juste lancer un mot en disant qu'on dirait que Aknou ne veut pas monter en 1e division, on dirait. Oui. Parce que là, c'est comme ils sont en train de lever le pied. Hein, oui, vous savez, moi, je pense que pour l'instant, après cette phase allée, je jette les fleurs à cette équipe de Akounou. Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que lors de la saison écoulée, Akounou a eu toutes les peines pour pouvoir jouer la 2-2. Cette équipe a passé plus de 3-4 journées sans zéro point. Et aujourd'hui, si pour ce championnat-là, Akounou a bien démarré, avant de se faire dribbler par Kakade de Felgou. Moi, je pense aujourd'hui à un point seulement, on ne va pas trop mettre la pression sur cette équipe de Akounou. Pour moi, c'est la 2e saison de Akounou. L'apprentissage va toujours continuer. Maintenant, espérant que les matchs qui arrivent, cette équipe puisse engranger les points et se maintenir. Maintenant, s'il y a de la faille, pourquoi pas, elle pourra également passer, mais attention à Kaka de Doufelgou également, qui a bien envie de retrouver les playoffs et de revenir justement, parce qu'il se dit déjà que 2 équipes de 1e division à Bafilo, ça risque de devenir lourd. On aura il y en a à ce côté, pourquoi pas à Bafilo. On aura tout dit pour aujourd'hui. Voilà, merci à vous, l'ami Rafiatou Tchedri. C'est un plaisir. Merci à vous, Djigbodi, Edwige, Djigbodi. Je mets Abla d'abord, Djigbodi et puis Apedo. Non. C'est Djigbodi Abla. C'est Djigbodi, Edwige, Apedo. Abla, out. Merci. C'est ça? Même si vous êtes natif de Mardi. Merci à vous, jeune Kofi. Oui. Bien sûr. Non authentique. Moi, je suis Yao. Voilà, je suis né jeudi. Merci donc. Comme moi, là. Yao de Tablico. Yao de Tablico. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne un autre rendez-vous mercredi prochain dans Djena Sport, mais déjà le vendredi. On se retrouve ensemble. À 11h. Voilà. À 11h. Merci. Les programmes se poursuivent sur Radio Djena.